Bien, je voudrais à mon tour d'abord remercier Monsieur le maire, Bernard Martin, de nous accueillir dans cette très belle salle. Remercier Yannick Monet de m'avoir invité à participer au lancement de cette campagne, Jean-Paul Dufresne, et saluer aussi les élus communistes, socialistes, écologistes qui, à ses côtés, travaillent à cette belle majorité départementale sur laquelle j'aurai l'occasion de revenir. Saluer aussi à mon tour André Lajoigny, et puis je voudrais aussi saluer Mireille Church, qui était sénatrice et aux côtés de laquelle j'ai fait mes débuts au Sénat, elle étant une sénatrice expérimentée quand moi je suis arrivé ici. Je voudrais dire que, effectivement, comme l'a dit Yannick tout à l'heure, ça n'a pas été extrêmement facile d'être là, parce que les 10 derniers jours ont été riches en actualité, en drame, en émotion. On a même douté à certains moments donnés de la semaine qu'il serait possible d'être ici, mais vous dire mon plaisir d'être avec vous, comme je l'ai dit à ceux que j'ai déjà rencontrés ce matin. C'est une visite à laquelle je tenais particulièrement, parce que l'enjeu départemental qui nous réunit aujourd'hui et qui va nous occuper dans les semaines est de première importance pour vous dans le département, mais pour le pays tout entier. Et évidemment, je tenais absolument à être à vos côtés. Et puis, même si les derniers jours ont été difficiles, il faut que le combat continue, il faut qu'il reprenne tout de suite dans toute son ampleur. Et pour toutes ces raisons, c'était extrêmement important d'être ici. Évidemment, je pense qu'on est tous sous le choc de ce qui s'est passé, on est encore sous le choc de ce qui s'est passé tous ces derniers jours, à la fois le drame qui a fauché la vie de 18 personnes, qui a visé en direct la liberté d'expression et les valeurs de la République en essayant d'abattre un journal entier, mais aussi sous le choc positif, celui-là, de la réaction, de la formidable réaction populaire et citoyenne qui a traversé le pays, ces derniers jours. Une réaction, comme ça a été dit, qui a été celle de beaucoup de forces politiques, au premier rang desquelles la nôtre, mais aussi une réaction spontanée. J'ai en mémoire, moi, la première soirée du drame à Paris, où plus de 10 000 personnes, totalement spontanément, se sont rassemblées sur la place de la République à Paris, à quelques encablures de la rue où avait eu lieu le drame de Charlie Hebdo. Et cette réaction n'a fait que s'amplifier de manière tout à fait spectaculaire pour dire des choses très fortes qui, je crois, marqueront le débat national pour longtemps. D'abord, évidemment, la défense de la liberté d'expression qui était explicitement visée, de la liberté de la presse qui était explicitement visée par le crime qui a fauché la vie des journalistes de Charlie Hebdo, dont certains, comme ça a été dit par Yannick, n'étaient pas seulement pour nous des collègues ou des journalistes, mais des amis, et pour certains même des camarades. Donc pour dire cette défense de la liberté d'expression, mais on a senti que c'était beaucoup plus profond que ça, et que c'était vraiment les valeurs de la République. Et si les gens ont spontanément, ça a été le cas le premier soir dont je parle à la République et après dans beaucoup de manifestations, si les gens ont spontanément dans la rue décidé de chanter la Marseillaise, c'était pour essayer, je crois, de redonner du sens, un sens profond à la devise de la République. Et une devise qui est parfois et souvent utilisée, comme j'ai eu l'occasion de le dire, pour des discours un peu vides de sens, voire pour accompagner des actes assez contraires au fond même de cette devise.
Là, au contraire, nous avons eu un élan populaire qui visait à se réapproprier ces trois mots qui veulent dire beaucoup, liberté, égalité, fraternité, et à dire d'une certaine manière, même si les gens ont dit chacun comme ils avaient envie de le dire qu'il fallait que ça redevienne des actes. Et ça s'est incarné dans cette formule « Je suis Charlie » ou « Nous sommes Charlie », qui était une manière de fusionner à la fois ces mots de la devise républicaine avec l'exigence de liberté et l'exigence de laïcité, c'est-à-dire ce grand principe de la République française qui nous permet non pas de taire la question religieuse, comme certains parfois pensent peut-être que c'est ça la laïcité, mais qui dit tout simplement, au contraire, que nous pouvons vivre ensemble, chacun avec nos croyances, et en se respectant les uns les autres, et en acceptant que l'espace public soit un espace de liberté pour chacun, et de liberté collective. Donc il y a eu ce formidable élan après l'horreur, et je pense que la première des questions qui nous est posée, moi je crois, c'est qu'est-ce que nous pouvons faire aujourd'hui de cet élan citoyen? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour lui donner de la force dans la durée? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour qu'il ne soit pas confisqué, qu'il ne soit pas effacé aussi vite qu'il s'est imposé dans le paysage national? Et c'est une question qui est posée dès maintenant. Il y a déjà beaucoup de gens qui tournent la page, y compris parmi ceux qui ont salué avec beaucoup d'emphase l'élan citoyen, mais qui déjà n'écoutent absolument plus ce qu'ont dit les gens. Moi, je n'ai vu personne défiler avec un panneau qui disait « Nous sommes en guerre, il faut faire la guerre ». Je n'ai vu au contraire que des gens, j'ai parcouru toute la manifestation parisienne, pour ma part, 1,5 million de personnes, du jamais vu, comme partout en France. Je n'ai vu que des gens qui affichaient des messages d'amour, de fraternité, de vivre ensemble, des messages de solidarité, des messages qui disaient « Nous voulons continuer à vivre ensemble dans la paix, la sécurité et la justice ». C'est à cet appel qu'il faut répondre. Certains nous disent que nous sommes en guerre. Peut-être ne mesurent-ils pas totalement leurs paroles, parce que si nous étions en guerre, malheureusement, si je puis dire, la situation ne serait plus tout à fait la même. Encore, et elle serait bien pire que celle qu'elle est aujourd'hui. Non, ce qui est vrai, c'est que des gens sont en guerre contre la démocratie et veulent nous entraîner dans la logique de guerre, et veulent la guerre partout, en tout point, veulent la guerre au plan international, veulent la guerre dans la proximité, veulent la guerre dans nos quartiers, et que le peuple français a dit avec une très grande force, nous voulons au contraire le vivre ensemble. Et la meilleure réponse que nous pouvons apporter à ceux qui veulent nous imposer la guerre, qui veulent nous entraîner dans la guerre, c'est au contraire, protégeons ensemble la paix, la liberté, la sécurité, la justice, la liberté d'expression, et empêchons la guerre. Empêchons la guerre de gagner et faisons gagner la paix et la liberté. Et c'est ce premier message qu'il va nous falloir faire respecter. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que cet élan, il a été d'autant plus spectaculaire qu'il n'allait absolument pas de soi. J'ai dit il y a quelques jours, dans un discours que j'ai prononcé devant 1000 personnes réunies au siège du parti, l'occasion des vœux du Parti communiste, j'ai rappelé, on a souvent la mémoire courte, parce que l'actualité va très vite, l'info en continu, vous savez ce que c'est, on balaye les choses à toute vitesse, sans jamais avoir le temps de réfléchir, si on n'y prend pas garde. Les 10 jours qui ont précédé le drame de Charlie, un maire installait des grillages sur des bancs publics dans une ville. Le jour d'après, un autre maire refusait l'inhumation d'un bébé rome dans sa commune. Il y avait, le jour d'après, des bateaux remplis de centaines et de centaines de réfugiés qui s'échouaient dans la Méditerranée. Et il y avait probablement, malheureusement, beaucoup de gens qui en regardaient ça. En regardant ça, il y en avait beaucoup qui, comme nous, étaient pris d'un élan de compassion pour ces gens-là et de solidarité, mais beaucoup d'autres aussi qui devaient se dire
que peut-être on ferait mieux de les laisser dans la mer. La Méditerranée est devenue un des plus grands cimetières du monde. Depuis que l'Europe s'est enfermée, soi-disant, dans ses frontières avec Schengen, peut-être qu'il vaudrait mieux les laisser là plutôt que de les accueillir sur les terres d'Europe. Et puis, le matin même du drame, il y avait une émission spéciale à la radio du service public, France Inter, autour du livre de Houellebecq. C'est quand même pas un grand pamphlet en faveur de la démocratie et du vivre ensemble. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est que quand le drame s'est produit, le climat politique était plutôt nauséabond. Il aurait très bien pu, dans ces conditions, se passer une réaction extrêmement malsaine. Les dérives auraient pu être immédiates. Et d'ailleurs, certains en ont rêvé tout haut, à commencer par la chef du Front National, Marine Le Pen, qui a déclaré quelques heures après le drame, mercredi après-midi, quelques heures après le drame, que ce drame allait enfin permettre de, je cite, libérer la parole. Ça voulait dire ce que ça voulait dire. Ça voulait dire laisser déferler la haine anti-musulman. Allez-y, allez-y. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé dans le pays? Exactement le contraire. Exactement le contraire. Et on a vu se lever le pays tout entier pour dire au contraire. Nous défendrons la liberté d'expression et nous le ferons en respectant les uns et les autres. Nous refusons la stigmatisation des musulmans, nous refusons la stigmatisation de telle ou telle croyance et nous voulons continuer à vivre ensemble. Je pense qu'il faut méditer sur ça, parce que ça veut dire que les ressources de ce pays sont considérables, les ressources démocratiques de ce pays sont considérables, et que parfois, nous-mêmes, bien que nous soyons au combat tous les jours, et parce que souvent le combat est difficile, eh bien nous avons aussi tendance peut-être à sous-estimer cet énorme potentiel qui existe dans notre peuple et qui lui permet régulièrement de se mobiliser pour les plus belles causes et de réagir de la plus belle des manières, comme ça vient d'être le cas. Je crois que nous ne devons jamais perdre ça de vue. Nous avons, et sinon nous ne serions pas engagés, nous ne ferions pas de la politique au sens le plus noble du terme. Je crois que nous sommes de ces femmes et de ces hommes qui ont décidé de ne jamais perdre confiance dans l'humain, comme nous disons, et de ne jamais perdre confiance dans l'engagement personnel et collectif dont sont capables les hommes. Nous savons que c'est un combat qui n'est pas toujours simple, parce que beaucoup de choses sont faites pour dresser des obstacles devant cet engagement et devant cette construction collective. Mais je crois que nous avons eu là une belle leçon. Même dans les moments les plus dramatiques, les plus difficiles, il y a toujours des ressorts énormes pour réagir. Et j'en dirai un mot après, mais à ceux, c'est un message que je veux passer à celles et ceux qui, dans ces moments effectivement pas faciles de la vie politique française, ont tendance à aller aux échéances qui nous attendent, aux échéances de combat, aux échéances électorales, un peu la tête basse. Je leur dis non, il faut y aller la tête haute, avec des objectifs de conquête, parce que nous sommes toujours capables de lever des forces qui peut-être à un moment donné paraissent plus difficiles à lever que d'autres, mais qui existent toujours. Et je pense que les Français, une nouvelle fois, ont montré ce dont ils étaient capables, et c'est une source d'espoir pour nous tous. Alors maintenant, évidemment, il va falloir travailler à maintenir cet élan, alors que tant de forces vont s'employer à dénaturer ce qui s'est passé, comme je l'ai dit, à en tourner la page, à lui faire dire autre chose que ce que ces gens, dans leur très grande majorité, ont bien voulu dire. Eh bien, nous devons porter haut ce message. Ils ont voulu, en abattant Charlie Hebdo, ils ont voulu tuer la liberté de la presse. Eh bien, il va falloir défendre la liberté de la presse, et pas la défendre seulement avec des mots. Et il va falloir mettre au pied du mur tous ceux qui en parlent, mais qui ne prennent jamais les mesures qu'il faut prendre pour défendre la liberté de la presse. Et c'est pour ça, par exemple, que j'ai déposé lundi après-midi sur le bureau du Parlement le projet de loi, enfin l'article que m'avait suggéré Charles au cours d'une discussion avec André Chassaigne. Il nous avait demandé de déposer un amendement à la loi, un amendement sur le bureau du Parlement pour faciliter
les souscriptions aux journaux, parce qu'il faut savoir qu'en décembre et au 1er janvier, les caisses de Charlie Hebdo, comme celles de l'Humanité et d'autres journaux de la Marseillaise, qui est actuellement très en difficulté, étaient totalement vides. Et Charles m'avait dit, je l'ai dit dans l'hommage que je lui ai rendu hier, m'avait dit, évidemment il ne pensait pas à lui, il pensait au journal, il m'avait dit, nous ne sommes pas sûrs de passer 2015. Eh bien aujourd'hui, il faut que tout le monde se souvienne de ça. Et puisque nous allons discuter, et j'en ai fait le serment, cet article de loi au Parlement, il faudra que ceux qui disent aujourd'hui liberté de la presse votent cet article, votent des crédits pour les journaux. Qui aide la presse à vivre, et pas seulement celle qui est détenue par les grands groupes financiers, parce qu'aujourd'hui l'essentiel du système médiatique dans notre pays, et ce n'est pas le moindre problème démocratique, est quasiment entièrement, à l'exception de quelques îlots de résistance, est quasiment entièrement dans les mains de grands groupes financiers qui font la pluie et le beau temps sur le monde de l'information. Eh bien c'est un problème démocratique auquel il va falloir s'attaquer si nous voulons être fidèles à l'esprit de ce qui vient de se passer et si nous voulons être dignes des journalistes de Charlie Hebdo. Et puis, puisqu'ils ont voulu tuer aussi la culture, il va falloir défendre la culture, parce que nous voyons bien, il va falloir défendre l'école, et il faudra des moyens pour cela, parce que là aussi, il ne suffira pas de discours, il va falloir protéger les crédits culturels, protéger, encourager les crédits pour l'école et donner là aussi davantage de moyens. Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, nous a dit des choses, il y a souvent des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord en ce moment avec le gouvernement, mais nous a dit des choses très justes l'autre jour au Parlement quand il a défendu la nécessité de mettre davantage de moyens de police, quand il nous a expliqué qu'on manquait de policiers sur le terrain et qu'on venait de les affecter suite au drame, quand il nous a dit qu'il fallait 42 millions d'euros supplémentaires parce que depuis des années on n'avait pas modernisé les services informatiques de la Direction Générale de la Police. Et tout cela est vrai, effectivement il faut le faire. Et ce qui vient de se passer montre que nous avons besoin d'une police plus efficace pour faire face à ce genre de drame. Mais j'ai envie d'ajouter, et c'est de cela dont nous allons nous occuper dans les semaines à venir, parce qu'il faudra aussi parler de ça, nous avons besoin de davantage de crédits pour la justice, nous avons besoin de davantage de crédits pour la protection judiciaire de la jeunesse qui est en lambeaux et qui n'arrive pas à faire son travail. Nous avons besoin de plus de crédits pour l'école, parce que les crédits actuellement affectés ne suffisent pas à faire réussir tous les jeunes, ne suffisent pas à traiter les immenses problèmes d'inégalité sociale, culturelle qui existent dans nos quartiers et sur tout le territoire national. Et effectivement, les terroristes, comme on dit, qui se transforment en assassins, en criminels, en bombes humaines, ne viennent pas de l'étranger, comme le dit Marine Le Pen. Ils ont grandi ici, ils ont grandi dans nos villes, dans nos écoles. C'est donc que quelque chose ne va pas dans le monde tel qu'il est, mais ne va pas non plus dans notre pays, ne va pas non plus en Europe. Et il faut s'attaquer avec courage et avec lucidité à ces situations. Et la meilleure manière de s'y attaquer, c'est de construire des remparts forts de la solidarité à tous les niveaux de la société, de donner de la force aux services publics. Et quand les gens dans les manifestations, j'ai assisté, je l'ai dit un peu avec amusement lors de mon discours des vœux, à des scènes étonnantes, puisque j'étais sur la place de la Bastille à Paris, au milieu de centaines de milliers de gens, et une colonne de camions de CRS a traversé la place qui était absolument bondée, on ne pouvait plus avancer, ni faire un centimètre dans un sens et dans l'autre. Et les dizaines de milliers de gens qui étaient là se sont mis à applaudir les CRS. Je peux vous dire que pour moi, ça faisait un peu drôle. Je n'ai pas vraiment l'habitude, j'ai fait beaucoup de manifestations, mais je n'ai pas toujours aussi des rapports aussi amicaux avec les CRS dans ma vie politique et militante. Mais ça voulait dire quelque chose. Mais au-delà de ça, si on écoute bien ce qu'ont dit les gens, ils ont dit effectivement police, ils ont dit justice, ils ont dit école, ils ont dit culture. C'est à tout cela maintenant qu'il faut répondre,
qu'il faut répondre par des actes, par des politiques concrètes pour faire reculer les logiques de guerre, les logiques de haine et les logiques de division. Et c'est comme ça que nous combattrons dans la durée, sérieusement et profondément, ce qui vient de se produire. Oui, être fidèle à l'élan qui vient de se créer dans le pays, c'est refuser les logiques de guerre. Parce que, je l'ai dit, Marine Le Pen et les siens continuent de dire quelque chose qui est un mensonge pur et simple, de dire que le problème qui vient d'être révélé est le problème de l'immigration. Elle l'avait déjà dit d'ailleurs au moment de Mohamed Merah, quand elle avait dit combien de Mohamed Merah dans les bateaux d'immigrés qui arrivent en France, etc. Non, ce qui nourrit ce qui se passe aujourd'hui, c'est l'échec auquel nous sommes confrontés et auquel il faut s'attaquer. Et puis ce sont les logiques de guerre. Parce que ça fait 15 ans maintenant qu'on nous dit qu'on déclare la guerre au terrorisme. Il faut aussi réfléchir à ça et évaluer ces politiques. La déclaration de guerre au terrorisme par le monde occidental, emmenée par les États-Unis, ne date pas d'aujourd'hui. Elle date du 12 septembre 2001, au lendemain des attentats contre les 2 tours de New York. Et on nous a dit, voilà comment on va combattre le terrorisme. On a fait depuis la guerre en Afghanistan, la guerre en Irak, on a fait la guerre en Libye, on est en train de faire la guerre à nouveau en Syrie, en Irak. Et le résultat, c'est pas qu'on combat le terrorisme pour le moment, c'est qu'on amplifie ses ravages. Tout le monde sait que la Libye, je parle de la Libye parce que c'est la France de Sarkozy qui a pris l'initiative de cette guerre. Eh bien, la Libye est aujourd'hui une immense zone contrôlée par personne, dans lequel errent effectivement beaucoup de djihadistes, et qui est un grenier à armement dans lequel les uns et les autres vont puiser, et personne ne contrôle la situation. Donc on nous explique comment on va continuer à combattre ça, en continuant ces logiques de guerre qui détruisent des États entiers, qui les mettent à genoux, qui les rendent incapables de faire face à ces dangers, parce que si Daesh a été capable de s'installer telle qu'elle l'a fait, c'est parce que ni l'Irak ni la Syrie ne sont plus des États viables, avec des gouvernements capables de faire face. Il faut réfléchir à tout ça. Est-ce qu'on va continuer encore 15 ans à mener comme ça la guerre contre le terrorisme? Bien évidemment, il faut lutter contre le terrorisme, et la sécurité des biens et des personnes est une priorité absolue dans cette situation. Et ce n'est pas nous qui allons dire ça alors que nous avons perdu des amis qui ont été fauchés pour leurs opinions dans cette situation. Ce que nous disons, c'est qu'il faut réfléchir à la manière dont nous faisons, et que nourrir les logiques de guerre, ce n'est pas combattre ces forces-là, c'est au contraire se laisser entraîner sur leur terrain. Et nous pensons au contraire que la politique extérieure de la France devrait changer, cesser de s'arrimer à ces logiques guerrières, pour construire des logiques politiques et diplomatiques de paix, pour aider les forces démocratiques sur le terrain. Et il y a beaucoup de choses à dire en la matière. Je me suis rendu le 1er novembre dernier à la frontière entre la Syrie et la Turquie pour aller soutenir symboliquement les forces kurdes en face de Kobané. Tout le monde sait que la Turquie a laissé passer les armes pour armer Daesh. Et nous continuons d'entretenir des relations troubles avec la Turquie, qui est membre de l'OTAN comme nous. Et nous ne soutenons pas, comme nous aurions dû le faire, les forces kurdes et d'autres forces démocratiques pour ce qu'il en reste dans certains pays de la région. Voilà toutes les questions qu'il faut poser et qu'il faut débattre dans la durée pour pouvoir ouvrir d'autres chemins que ceux qui nous ont menés dans la difficulté actuelle. Nous voulons, sur toutes ces questions, prolonger l'élan citoyen en ouvrant le débat public, en laissant de l'espace à un débat public prolongé, sérieux, qui ne soit pas mené au rythme des chaînes d'infos continues, mais qui soit mené au rythme de ce qu'est réellement le temps du débat démocratique, un temps qui permet aux citoyens de comprendre, d'être réellement informés, de débattre. On dit que des jeunes n'ont pas voulu faire la minute de silence, des jeunes de 13, 14, 15 ans dans des écoles. Effectivement, il y a ce type de situation, mais ces jeunes
Qui leur parle? BFM TV? Et on veut que ces jeunes aient tout compris à 14 ans. Il faut quand même réfléchir à cela. Si nous voulons le temps du débat démocratique, le temps de l'éducation, le temps de la formation de tous ces jeunes, si nous voulons construire le vivre ensemble, eh bien il faut vivre la démocratie différemment, il faut vivre le débat public, il faut refuser le diktat de l'urgence qui nous oblige sans cesse à voter sans avoir eu le temps d'étudier, sans avoir eu le temps de travailler, sans avoir eu le temps de débattre et de délibérer avec les citoyens. Et c'est ce temps du débat citoyen que demandent beaucoup de ceux qui nous entourent, et je pense que nous devons le faire respecter. Donc il y a effectivement beaucoup à construire. Je veux dire aussi que dans cet effort de responsabilité qui est le nôtre, nous avons une responsabilité première, parce qu'il faut faire prévaloir l'esprit de rassemblement en toutes circonstances. Yannick l'a dit tout à l'heure à mon propos, mais ça n'est pas moi, c'est le sens profond et de toujours du combat des communistes. Il faut être extrêmement vigilant en ce moment. Nous devons faire reculer pied à pied systématiquement les logiques de division, de haine et de violence pour faire prévaloir des logiques d'unité, des logiques démocratiques, des logiques de rassemblement. Le rassemblement, ça n'est pas l'union sacrée qui fait taire les différences. Je l'ai dit aussi récemment, la politique pour nous, ce n'est ni l'union sacrée comme s'il n'y avait plus de place pour le débat démocratique et une seule politique possible, ni la guerre. Ce que nous voulons, c'est que l'espace de la confrontation démocratique, c'est ça la politique profondément. L'espace qui permet aux citoyens de se faire une opinion à partir de différents points de vue, mais qui le font avec la volonté de construire ensemble. Eh bien cet esprit de rassemblement, il doit prévaloir en ce moment dans tous nos actes. Et il faut que nous construisions cette possibilité du débat démocratique. Nous devons en particulier refuser cette idée incroyable qui consiste à nous expliquer en toutes circonstances qu'il n'y a qu'un seul choix possible, qu'il n'y a qu'une seule politique possible. Mais où est-ce qu'on a vu ça? La démocratie, c'est l'exact contraire de ça. Oui, il y a par exemple, les Français ont dit, en 2005, nous pouvons construire l'Europe autrement. Et on a refusé de les écouter. Et nous savons où nous en sommes aujourd'hui. Plutôt que d'instruire le débat européen pour savoir si on pouvait avancer autrement, on nous a expliqué qu'il n'y avait qu'une seule manière de construire l'Europe, et si on ne voulait pas la construire comme ça, c'était qu'on était pour en sortir. Eh bien non, il y a des millions et des millions de gens en Europe qui pensent qu'il faut construire l'Europe autrement, mais pour construire l'Europe et pas pour en sortir et partir ailleurs. Et c'est ce que vont dire probablement dans 8 jours nos amis grecs qui, je l'espère, donneront la victoire à Syriza. Et il faudra à ce moment-là... les écouter, il faudra faire respecter leur vote et il faudra dialoguer avec eux et il faudra accepter qu'un gouvernement européen dise à la table des chefs de conseil d'État, disent oui, nous voulons réouvrir la manière dont nous traitons l'Europe, parce que vous nous dites que vous allez trouver des solutions avec les mémorandums d'austérité, avec la Troïka. Le résultat, c'est que la dette publique de la Grèce, au nom de laquelle vous nous avez imposé ces politiques sauvages, humainement et socialement, était de 120% au premier mémorandum d'austérité en 2009, et qu'elle est aujourd'hui de 185% au bout du 9e mémorandum, et que tout le monde sait que la Grèce ne pourra plus rembourser cette dette parce qu'elle est aujourd'hui à genoux, et que dans ce pays ont réapparu la malnutrition et l'impossibilité pour des jeunes à vie de trouver un emploi. On a détruit ce pays et on lui dit maintenant il faut rembourser une dette qui est le double de ce qu'elle était au début de la crise, parce que ce pays ne produit plus aucune richesse. Le produit intérieur brut de la Grèce a reculé de 25%. Eh bien un peuple va peut-être dire dans 8 jours, c'est une aberration de continuer comme ça et nous voulons faire autrement, nous voulons rester dans l'Europe. Nous ne voulons pas sortir de l'euro et de l'Europe, nous voulons faire autrement et nous avons des solutions pour ça. Eh bien, ils auront à ce moment-là besoin de solidarité parce que vous pouvez en être sûr, il y aura des gens en Europe et des dirigeants européens pour continuer le chantage contre le peuple grec en refusant le résultat de ces élections
eh bien, dans l'intérêt du peuple grec et dans l'intérêt de tous les peuples européens, il faudra les aider à ce moment-là à réussir, et nous serons à leur côté, et ce sera l'intérêt de la France aussi de le faire, nous qui aurions dû ouvrir le débat européen et qui ne l'avons pas fait après la victoire de 2012, ce débat qui reste urgent pour sortir des logiques d'austérité actuelles. Mais ce qui est vrai pour ça est vrai pour d'autres questions, je l'ai dit pour les services publics. On pourrait le dire aussi pour la question de la sécurité, parce que bien évidemment, il faut traiter la question de la sécurité. Il faut la traiter dans les libertés, il faut la traiter avec une situation qui permette d'assurer le vivre ensemble en nous préservant des dérives de violence actuelles. Donc tous ces sujets-là vont être sur la table et évidemment, nous devrons les porter. Mais je le répète, nous devons porter ces débats-là en cherchant en permanence à trouver les voies du rassemblement nécessaires, parce que ceux qui sont descendus par millions dans la rue la semaine dernière aspirent justement à ce débat politique qui les élève, qui les rassemble, et pas un débat politique qui paraît tellement éloigné de leurs préoccupations parce qu'il ne donne en tout cas l'impression souvent à cela que de diviser au lieu de trouver les solutions. Et c'est pour ça que moi je vais faire, je l'ai annoncé, excusez-moi, un tour de France que je démarrerai le 26 janvier à Marseille sur le thème du vivre ensemble. Nous l'avions décidé avant le drame, mais ça prend encore plus de valeur aujourd'hui. Et j'irai partout dialoguer avec les Français sur ce thème-là. Face à l'urgence, trouvons des solutions. Parce que maintenant, il faut imposer un débat politique constructif et positif pour sortir notre pays de la crise. Et c'est ce que nous devons faire de toute notre énergie, en rassemblant les forces nécessaires. Et oui, la force communiste, dans toute sa diversité, avec ceux qui sont membres du Parti communiste et tout ce qu'elle représente, bien au-delà de ceux qui sont membres du Parti communiste, doit mettre toute son énergie au service de ce travail de rassemblement pour hisser le pays hors de la crise qui développe les fractures actuelles. Et ce combat-là passe, et c'est les derniers mots que je veux dire, et ceux qui m'avaient au départ amené ici, même si j'ai fait le détour par la situation actuelle, et vous comprenez pourquoi, vu l'importance de ces événements. Ce débat-là va passer par deux échéances électorales dans l'année 2015, les élections départementales d'abord, les élections régionales à la fin de l'année. Ce sera un moment extrêmement important. Et je sais que par les temps qui courent, et compte tenu de la situation politique, de sa difficulté, compte tenu aussi de la politique gouvernementale qui a divisé et qui divise profondément le pays et les forces de gauche, compte tenu de l'agressivité des forces de droite qui rêvent de leur revanche, des forces d'extrême droite qui cherchent à diviser le pays, il y a grandi malheureusement le sentiment que peut-être il n'y a plus rien à attendre de tout ça. Et bien dans l'espace du débat démocratique, de la délibération publique, excusez-moi, problème de mec téléphone. Eh bien, ce débat démocratique, il connaîtra forcément des moments très forts dans ces moments électoraux. Et ces moments électoraux dessineront la réponse politique qui sera attendue du pays. Et nous devons aborder ces élections avec beaucoup d'ambition, quelles que soient les difficultés de la situation, quelle que soit la situation nationale. Vous imaginez, est-ce qu'après ce qui vient de se passer dans le pays, 4 millions de personnes qui descendent quasi spontanément pour réagir de la plus belle des manières au crime horrible qui vient de se produire, et dans 2 mois, une élection où 25% des Français, ou 30%, ou 40% des Français iraient voter pour donner un résultat catastrophique avec la droite et le Front National en se déclarant victorieux de ces élections. Est-ce que nous allons laisser faire ça? Est-ce que nous allons regarder ce paysage en le commentant comme des spectateurs avisés de la situation politique?
nous sommes des acteurs, des citoyens engagés qui voulons agir sur le cours des choses. Nous avons donc une responsabilité, je ne dis pas que c'est simple, mais nous devons trouver le moyen que ceux qui viennent s'exprimer dans le pays trouvent les passerelles pour s'exprimer de la manière la plus positive qui soit. J'ai dit que nous voulons travailler à poursuivre cet élan pour lui faire produire ce qu'il peut produire de meilleur. Eh bien, il faut aussi que ce meilleur trouve à s'exprimer dans ces échéances. Et vous avez ici un enjeu tout particulier pour le faire, parce que vous êtes à la tête. Vous avez construit un bien précieux, d'abord, un département. Vous ne l'avez pas construit vous, il existe dans le pays. Mais le département, ça n'est pas ce que certains ont essayé de nous expliquer, une tranche de millefeuille, ce n'est pas un échelon administratif. Le département en France, c'est un étage entier. Et quel étage? Du service public national, des politiques publiques nationales. Et dans un moment où la solidarité et le vivre ensemble doivent être défendus avec tellement de force, eh bien oui, les départements et leurs politiques publiques sont un bien précieux. Et voilà pourquoi nous avons mené le débat avec tant de force dans la réforme territoriale, parce que nous n'avons jamais cru à la théorie du millefeuille. Et nous savions que s'avançaient derrière ce masque-là des politiques d'austérité qui visent les dépenses publiques. Au contraire, nous avons fait valoir la richesse des politiques publiques qui sont mises en œuvre à ces niveaux-là. Surtout qu'on sait combien les départements ont de responsabilité dans les politiques sociales, précisément dans l'action sociale, qui est au cœur des solidarités qu'il faut défendre absolument dans cette situation. Les collèges, on nous parle des endroits, mais qui s'occupe des collèges? Les départements. Donc toutes ces politiques publiques, elles sont de première importance. Et le département est un échelon que nous voulons, nous, continuer à faire valoir. Et le débat sur les départements, l'avenir des départements, n'est pas terminé. Moi, je vous dis qu'il n'est pas terminé. Il a connu beaucoup d'évolutions dans les mois derniers. Et nous avons déjà réussi à imposer que dans les départements ruraux, par exemple, c'était une folie de supprimer cet échelon, quand rien ne viendrait le remplacer. Mais nous voyons bien que la disparition des départements, dans l'immense région que va devenir la vôtre, serait une folie en termes de proximité des services publics. Donc ce débat-là va continuer, et plus nous serons capables de faire la démonstration par la mise en œuvre de politiques départementales utiles aux populations, utiles aux solidarités, eh bien nous serons capables de continuer à faire progresser ce débat. Et ce débat, je le répète, n'a pas dit son dernier mot. Donc il y a cet enjeu-là. Et vous avez d'autant plus cet enjeu-là que vous êtes dans un département qui a construit une majorité départementale de gauche, avec des communistes, des socialistes, des radicaux, des écologistes, présidés par Jean-Paul Dufresne, et qui met en œuvre des politiques qui sont ô combien utiles aux populations. Et Jean-Paul vient d'en parler tout à l'heure, et je ne vais pas refaire tout ce qu'il a dit. Mais dans cette situation où il va falloir donner des réponses positives à l'immense demande citoyenne de vivre ensemble, quand d'autres vont essayer de nous entraîner dans des logiques de division et des logiques de guerre, quand il va falloir pas seulement défendre, mais promouvoir ces politiques-là, eh bien c'est un enjeu de première importance, de tout faire pour réussir à ce que cette majorité puisse demain continuer à travailler avec toutes les forces qui la composent. Vous savez très bien qu'il y en a beaucoup qui sont à l'affût. Le Front National, je l'ai dit, le Front National s'est déshonoré dans ce qui vient de se passer il y a 10 jours, je l'ai dit. Parce que Marine Le Pen, elle a essayé, même à un moment donné, de se faire passer pour une martyre, parce que soi-disant, on ne l'avait pas invitée aux manifestations du week-end dernier. Mais depuis quand 17 personnes sont fauchées dans la communauté juive, dans une rédaction comme celle de Charlie Hebdo, il faut être invité par je ne sais qui, par Matignon, je ne sais qui, pour avoir le droit de venir manifester. En vérité, Marine Le Pen a tout simplement essayé de faire passer, comme elle fait toujours, comme une exclusion politique, ce qui était en réalité une décision du Front National de se mettre hors de l'arc républicain qui était en train de s'exprimer dans le pays. C'est elle qui a décidé de ne pas venir manifester. Et elle a finalement
était se réfugier à Beaucaire avec un carré, dans le précaré du Front National, pour dire qu'elle était quand même descendue dans la rue. Mais la vérité, c'est qu'elle ne voulait pas aller manifester et qu'elle a même, je l'ai dit dans les premières heures du drame, appelé à ce que déferle sur le pays la haine anti-musulmane. Et si on avait laissé faire ça, si on n'avait pas construit les marches qu'on a construites avec tous les citoyens, eh bien malheureusement, elle pouvait faire beaucoup de dégâts. Et nous avons contenu dans ce moment-là, ce dégât-là. Mais nous savons qu'à la première occasion, elle repartira à la bataille pour essayer de pousser à ça et de pousser la société française dans la violence. Il faut donc continuer à arracher le masque du Front National qui fait croire qu'il veut tenir un discours social. Cette force reste extrêmement dangereuse et nous voyons bien dans toute l'Europe que des forces de même nature progressent et peuvent créer à nouveau des drames. Nous ne pouvons pas les laisser progresser comme ils le font en ce moment. Et il faut discuter avec des gens, il faut engager beaucoup de gens à se mobiliser, à aller voter, parce que nous savons que l'amplification de l'abstention, singulièrement des gens de gauche, profite au Front National en lui laissant un espace qu'il n'aurait pas. Donc nous ne pouvons pas laisser faire ça, nous ne pouvons pas laisser non plus la droite organiser sa reconquête systématique de tous les pouvoirs locaux, comme il ambitionne de le faire dans les échéances locales à venir, parce que nous savons ce que ça signifierait en matière de destruction des politiques publiques. Vous savez, au Sénat, malheureusement, la majorité est repassée à droite. Eh bien, nous voyons bien les amendements que dépose la droite, puisque la droite modifie les textes qui nous arrivent de l'Assemblée nationale. Eh bien, elle les modifie systématiquement pour les aggraver dans le mauvais sens. Systématiquement, pour renforcer encore les économies sur les services publics, pour aggraver les choses en matière d'inégalité sociale. Et c'est exactement ce qu'elle mettrait en œuvre dans tous les départements si elle prenait le pouvoir. Donc évidemment, en ce moment, il y a un débat à gauche, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a même un débat très très sérieux à gauche sur la politique gouvernementale. Et ce débat va continuer. Et par exemple, pour ce qui nous concerne, il n'est pas question d'accepter la loi Macron et ses logiques de déréglementation sociale. Et dans le débat qui sera mené au Parlement à partir du 26 janvier, nous nous battrons, et j'espère bien que beaucoup de socialistes et d'écologistes, que je sais comme nous, attachés au droit social, à la protection des droits des travailleurs, j'espère bien que beaucoup d'entre eux, cette fois-ci, nous rejoindrons dans ce combat, parce que la loi Macron, c'est quelque chose de grave, et nous ne pouvons pas éternellement laisser comme ça le balancier partir du mauvais côté sans réagir. Et je le dis avec le même esprit de rassemblement que celui que j'ai énoncé tout à l'heure. Je leur dis, c'est le moment de stopper cela, parce que sinon, nous en paierons tous très fort le prix. Parce qu'on ne pourra pas construire la riposte sociale, citoyenne, populaire, durable, qui, nous le voyons bien, est absolument nécessaire et que cherche notre peuple. Nous ne pourrons pas le faire si nous continuons à gauche à désespérer socialement ceux qui espèrent tant du changement et qui voient tant de renouer à l'inégalité. Alors, mais ce que nous pouvons faire, et singulièrement dans un département comme celui-là, c'est là où ensemble nous construisons aujourd'hui les politiques publiques, celles que nous construisons sous la conduite de la majorité actuelle, avec l'animation de Jean-Paul Dufresne. Eh bien, nous devons protéger cela dans ce moment-là. Il y aura beaucoup d'autres combats, mais dans ce combat général que nous menons pour reconquérir une ambition sociale, une ambition de développement humain de toute la politique de gauche, eh bien, protégeons ces lieux où se mènent ces politiques-là et aidons les gens à prendre conscience de l'enjeu qui se présente. Et je crois que pour cette raison-là, tout ce qui pourra être fait, moi je n'ai pas à vous dire comment il faut organiser la bataille dans tel ou tel canton, vous la connaissez bien mieux que moi, la situation. Ce que je peux vous dire, c'est que tout ce qui peut être fait en termes de rassemblement, de gestes, de candidature qui permettra d'aider à cette victoire, qui aura beaucoup d'importance pour vous le soir du 29 mars, mais qui aura beaucoup d'importance dans le résultat national du 29 mars. C'est ce résultat-là, à côté de beaucoup d'autres, eh bien tout ce qui pourra être fait pour cela, il faut le faire.
il faut le faire en ne taisant pas les débats qui existent, les débats nationaux, mais en travaillant à permettre cette victoire qui nous sera tant utile dans ce qui viendra par la suite. Et je sais qu'au fond de vous, même si certains cherchent parfois le chemin un peu compliqué dans cette situation pour y parvenir, nous sommes animés tous de cette même volonté de réussir. Eh bien, nous ne devons pas, je l'ai dit, nous ne devons pas nous laisser gagner un seul instant par l'idée. Ah oui, mais si ça se passe mal, au fond, c'est pas de notre faute. Bien sûr, il y a des responsabilités qui ne nous incombent pas. Mais comme des militants, comme des communistes, comme des gens qui pensent en permanence à ce qui comptera au bout du compte pour la population et pour les gens, eh bien nous devons nous dire dans cette situation, malgré toutes ces difficultés, notre responsabilité, c'est d'essayer de permettre de réussir, parce que ça comptera beaucoup pour les gens qui souffrent dans le pays. Ils ont besoin des politiques publiques mises en œuvre par le département, ils ont besoin qu'elles continuent à se développer, ils ont besoin que nous continuions à innover en matière de vivre ensemble et de démocratie. Donc nous devons travailler à tout cela, et je suis sûr que vous en êtes convaincus comme moi. Voilà, j'ai terminé en m'excusant d'avoir été un petit peu long, mais puisque j'étais venu, autant faire le détour pour vous dire 2-3 choses. Ce que je veux vous dire pour terminer, c'est que la politique, pour nous, ça n'a rien à voir avec le spectacle, parfois désolant, auquel la majorité de nos concitoyens assistent dans les grands médias d'information. Un spectacle auquel il m'arrive avec d'autres de participer parfois, parce qu'il faut bien répondre aux quelques invitations qui nous sont faites, en essayant de dire 2-3 choses intelligentes au passage, ce qui n'est pas toujours facile, vu la manière dont est mené le débat dans ces médias. Et nous allons continuer à nous battre pour cela. Mais au-delà de ça, la politique pour nous, c'est ce qu'il y a de plus précieux, puisque en ce moment c'est la démocratie qui est aussi en danger, qui est aussi attaquée. C'est ce qu'il y a de plus précieux pour construire le bien commun, pour permettre à des femmes et des hommes qui évidemment ne sont pas d'accord sur tout, de discuter, de se confronter, de construire ensemble, d'imaginer des solutions nouvelles. Et le monde a besoin de solutions nouvelles. Le XXIe siècle doit être le siècle dans lequel nous inventons des solutions profondément nouvelles pour faire reculer le chômage, pour faire reculer les exploitations, pour inventer un autre monde écologique, pour répondre à l'immense défi du réchauffement climatique. Et vous savez qu'il y aura à la fin de l'année à Paris la grande conférence climatique, et nous allons tout faire pour qu'elle soit une réussite. Mais ça aussi, ce sera une grosse bataille. Tous ces enjeux-là du développement social, écologique, tous ces enjeux pour inventer une nouvelle manière de produire, de vivre ensemble, une nouvelle manière de construire le développement de la société, c'est ça pour nous la politique. Et pour que ce soit possible, eh bien, il faut passer du temps, de l'énergie, mais c'est pas seulement du temps dépensé, c'est aussi une manière pour chacun d'entre nous d'être libre, de participer à la fois à notre propre émancipation, à chacun d'entre nous, et à l'émancipation de tous. Eh bien, en faisant ce travail-là, nous faisons ce qu'il y a, je crois, de plus fort pour répondre à ce que le pays a cherché à dire le week-end dernier. Nous voulons vivre dans la liberté, l'égalité et la fraternité. Et c'est, je crois, la plus belle manière d'être fidèle à ceux qui sont tombés ces derniers jours. Merci.